Mon titre est tiré en fait de l'hymne de Poudlard qui est présenté dans le premier tome de la série Harry Potter, où ça dit justement que en fait la raison pour laquelle les élèves sont là, c'est pour apprendre jusqu'à ce que leur cerveau explose littéralement. Parce que All Rot, je trouvais que c'était pas très beau à traduire, fait que c'est ma traduction maison. Pour le plaisir, combien d'entre vous ont lu les Harry Potter ou vu les films? Yay! Génial! Fait que vous allez comprendre mes références, c'est le fun. Donc, comme plusieurs d'entre vous, puisque vous les avez lus sans doute, dès ma lecture du premier tome de la série Harry Potter de J.K. Rowling, j'ai rêvé de recevoir ma lettre d'admission à Poudlard, école de magie et de sorcellerie. Pour les lecteurs d'Harry Potter, Poudlard est plus qu'une simple école. C'est un havre, c'est une seconde maison, mais surtout un refuge contre l'adversité. À Poudlard, tous sont les bienvenus. L'ouverture d'esprit règne, sauf chez les Serpentards, là où l'intolérance est maître. Sinon, tous les élèves peuvent se sentir chez eux à Poudlard, peu importe leurs origines ou leurs capacités. Poudlard est donc un lieu où il est possible de s'épanouir, de tisser des amitiés et de faire des apprentissages incroyables. Ce sont ces apprentissages qui seront au cœur de la présente communication, ou plutôt les modalités de transmission du savoir dans l'univers d'Harry Potter. Nous retrouvons deux approches principales face à cette idée de transmission du savoir. Une première visant une plus grande agentivité de la part des étudiants, et une ayant pour objectif, au contraire, le musellement des esprits libres. Nous les examinerons une à une, tentant de répondre à la question suivante: quelle est la conception des logiques de transmission du savoir véhiculées dans la série Harry Potter? J'ai décidé, à des fins d'unité et de cohérence, d'employer uniquement les noms de personnages tels que transformés dans la version francophone, qui est disponible aux éditions Gallimard. J'ai tout de même des citations en anglais, mais c'est ça. Mais toutes mes citations qui viennent du corpus d'Harry Potter sont en français et les noms des personnages aussi. Débutons sans plus tarder. Afin d'analyser les personnages ayant un rapport positif à la transmission du savoir, soit un rapport ne limitant pas les élèves dans leurs apprentissages, je vais avoir recours au concept de l'agentivité. Ce concept, appartenant au domaine de la philosophie et de la sociologie, fait référence à la capacité et surtout à la possibilité d'agissement et de prise de position des individus. Peter Borden et Jane Montgomery, théoriciennes féministes, définissent l'agentivité de la femme en ces termes. Having the power and capacity to act as one chooses, she has to be able to couple her needs and desires to possible actions and, more generally, see the possibility for action, as well as weighing up pros and cons and eventually deciding on specific actions. L'agentivité serait donc la capacité de prendre des décisions et de poser des actions sans contrainte aucune. Ici, nous proposons d'élargir cette notion au-delà du féminisme et de traiter d'agentivité générale des individus dans l'univers diégétique d'Harry Potter. Il existerait dans l'univers d'Harry Potter des professeurs et des figures d'autorité dont les enseignements confèrent aux étudiants une plus grande capacité à prendre action et à réfléchir. Ces professeurs sont ceux qui offrent un vaste éventail de connaissances à leurs élèves, certaines pouvant être qualifiées de trop avancées pour ceux-ci, et les incitent ainsi à prendre la responsabilité de leurs apprentissages et à faire preuve de jugement. Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, est celui qui incarne le mieux cette approche de la transmission du savoir. À la fin du premier tome de la série, Harry Potter à l'école des sorciers, plutôt que de réprimander Harry Potter et ses amis pour n'avoir pas respecté les règles et s'être mis en danger en allant affronter Voldemort, Dumbledore les récompense et leur donne des points de mérite. À ce propos, le personnage d'Harry Potter dit « C'est un drôle de personnage, ce Dumbledore. Je crois qu'il a voulu me donner une chance. Il doit savoir à peu près tout ce qui se passe à l'école et je pense qu'il devait se douter de notre projet, mais au lieu d'essayer de nous arrêter, il a cherché à nous aider. C'est un peu comme s'il me reconnaissait le droit d'affronter Voldemort face à face si je le pouvais et voulait m'en donner les moyens. » Fin de la citation. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est encore Dumbledore qui offre à Hermione Granger un retourne-temps, gadget illégal permettant de voyager dans le temps, comme son nom le suppose. C'est lui qui incite Hermione à utiliser ce retourne-temps pour... afin de sauver la vie de Buck, un hippogriffe condamné à mort pour avoir attaqué un élève, et celle de Sirius Black, un prisonnier accusé à tort d'être un meurtrier, passant outre le système de justice qui avait condamné ces deux personnages. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, c'est encore Dumbledore qui lègue à Ron son déluminateur, briquet ensorcelé qui permettra à Ron de retrouver son chemin vers ses amis lorsqu'il aura compris qu'il n'aurait jamais dû les quitter. Dumbledore permet à Harry Potter et ses amis de prendre leurs propres décisions, et plutôt que de les empêcher de commettre des erreurs, il leur offre plutôt la possibilité de les réparer. La question ici n'est pas à savoir si Dumbledore avait raison de donner à Harry Potter le moyen de briser les règles, ou même s'il était bien de le faire. L'enjeu de l'attitude de Dumbledore est l'agentivité elle-même, donc la possibilité de choisir, au-delà de toute morale,
car sans capacité de prendre une décision, les concepts mêmes de bien et de mal perdent tout leur sens. Cette possibilité, Dumbledore l'offre à tous ses étudiants. Nous croyons que c'est ce qui justifie en partie la popularité de ce personnage, sa confiance en chaque personne et cette volonté de leur permettre de s'épanouir au maximum de leur capacité. Selon Shira Volovsky, Dumbledore's discipline fosters discipleship by opening up spaces for individual action and responsibility. Donc, dans l'attitude de Dumbledore, on retrouve un refus d'infantiliser ses étudiants, et c'est en les traitant plutôt comme des êtres capables de choix éclairés et en leur donnant les outils de réussir que Dumbledore incite à l'admiration et à la loyauté. Il s'agit, à notre avis, de la stratégie de transmission des apprentissages la plus efficace mise en scène dans les romans d'Harry Potter. Albus Dumbledore n'est pas le seul professeur de Poudlard à faire des incartades aux règles afin d'encourager l'apprentissage par tous les moyens chez ses élèves. Le deuxième cas de figure que nous aimerions aborder ici est un personnage plutôt paradoxal de l'univers d'Harry Potter, Alastor Maugrey, aussi connu sous le nom de Maugrey Folleuil. Maugrey Folleuil est un ancien aurore, donc un enquêteur magique à la retraite, de grande réputation et qui est recruté pour devenir le professeur de défense contre les forces du mal d'Harry Potter et ses amis dans le 4e tome, Harry Potter et la Coupe de Feu. À la toute fin du roman, il est révélé que le Maugrey Folleuil qu'Harry côtoyait depuis un an était en fait un imposteur. Il s'agissait de Barty Croughton Jr., dont il a été question dans la présentation d'Adeline, un mange-mort à la solde de Voldemort. Ce personnage est tout de même intéressant dans la mesure où, bien que ce soit un imposteur, un criminel, pas vraiment un vrai professeur, ou même formé pour enseigner la défense contre les forces du mal, les enseignements de Maugrey Folleuil ont fourni à la cohorte d'Harry Potter. Les enseignants que Maugrey Folleuil a fournis à la cohorte d'Harry Potter font partie des plus marquants de leur passage à Poudlard. Lors de sa première séance d'enseignement, Maugrey Folleuil entreprend de faire la démonstration sur une araignée de 3 sorts impardonnables du monde des sorciers. Ce sont un sortilège de torture, un sortilège de contrôle physique et psychique et un sortilège mortel, qui sont tous les 3 formellement interdits dans le monde des sorciers. Et le fait de les pratiquer dans un contexte scolaire et devant des enfants de surcroît est évidemment illégal. Pourquoi alors enseigner ces sorts? Maugrey Folleuil l'explique à sa classe en ces mots. Si l'on en croit les recommandations du ministère de la Magie, j'ai pour mission de vous apprendre quelques sortilèges de défense, rien de plus. Je ne suis pas censé vous montrer comment les maléfices interdits se manifestent tant que vous n'aurez pas atteint la 6e année. En attendant, on vous estime trop jeune pour les connaître en détail, mais le professeur Dumbledore se fait une plus haute idée de votre caractère et pense que vous êtes capable d'en apprendre davantage. Fin de la citation. C'est donc Dumbledore qui donne à Maugrey Folleuil le feu vert pour faire la démonstration de sortilèges interdits, mettant à la disposition d'Harry et ses amis une connaissance beaucoup trop approfondie pour leur âge du monde des forces du mal, mais tout de même très utile. Maugrey Folleuil refuse d'adopter une attitude paternaliste par rapport à ses élèves et de décider à leur place ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire. En ce sens, il fait preuve, comme le personnage de Dumbledore, d'une volonté de doter les étudiants d'une capacité à choisir et à décider eux-mêmes. Malgré le fait qu'il enseigne à ses élèves de la matière qui pourrait facilement être qualifiée d'irresponsable et même dangereuse, ou même peut-être grâce à cela, Maugrey Folleuil jouit d'une popularité évidente auprès des élèves. Après leur premier cours avec Maugrey Folleuil, Harry Potter et Ron Weasley demandent à Fred et George, les jumeaux Weasley, comment ils ont trouvé leur cours. Je cite. « Maugrey, dit Harry, vous le trouvez bien? Mieux que bien, dit George. On n'a jamais eu de cours comme ça. Ce type-là, il sait. Il sait ce que ça veut dire que de faire des choses, déclara George d'un ton impressionnant. Tout comme les jumeaux Weasley, la plupart des élèves de Poudlard sont impressionnés tant par la prestance de cet homme qu'ils croient être un ancien aurore, mais aussi agréablement étonnés du fait que Maugrey Folleuil ait le courage de leur inculquer des savoirs matures et utiles, en évitant de les infantiliser. Même après avoir appris sa réelle identité, qui est donc celle de Barty Croughton Jr., un criminel, et fou aussi, on pourrait le dire. Dean Thomas, un des amis d'Harry Potter, s'exclame « En fait, c'était un fou, non? N'empêche qu'on a quand même appris plein de choses. » Ainsi, peu importe son identité réelle, l'apport des enseignements de Maugrey Folleuil aux élèves de Poudlard est reconnu et largement accepté par ceux-ci. En opposition à ces deux personnages, nous retrouvons quelques figures qui incarnent plutôt une adoration malsaine de l'autorité et de la discipline scolaire. En tête de file de cette mentalité se trouve en fait le personnage de Dolores Ombrage. Dans l'analyse de ce personnage, nous aurons recours aux théories de Michel Foucault dans Surveiller et punir, ouvrage portant sur la réforme des prisons en France, mais plus généralement sur les relations de pouvoir dans la société et entre les individus. Ce sont justement ces relations de pouvoir qui intéressent le personnage de Dolores Ombrage, émissaire du ministère de la Magie à Poudlard et grande inquisitrice autoproclamée.
Après tout, elle se préoccupe peu de l'agentivité des élèves et est plutôt attirée par l'idée de transformer Poudlard en véritable institution disciplinaire, microcosme de dialectique de pouvoir infantilisant les élèves au maximum. Tout dans l'attitude de Dolores Ombrage vise le maintien des traditions et la préséance de son autorité sur son entourage. Je cite Marianne Nikolaïeva à ce propos. Her regime is explicitly instituted in the name of discipline. Umbridge represents socialization at its more sadistic. Rank, order, surveillance, examination. She teaches the subjection of the individual. Students mainly learn how to follow instructions as her classroom is a drill in submission before authority. Fin de la citation. Dolores Ombrage fait rapidement mauvaise impression auprès des élèves. Alors qu'elle s'adresse pour la première fois aux élèves de Poudlard, Harry constate que les élèves semblent surpris de s'entendre traiter comme des enfants de 5 ans. L'infantilisation chez Dolores Ombrage passe autant par les paroles que par sa voix de petite fille haute perchée et un peu voilée, qui dissimule la rudesse de son personnage. Dès ce premier discours, Ombrage assure les élèves que désormais, le progrès pour le progrès ne sera pas encouragé car les traditions éprouvées par le temps n'ont nul besoin d'être modifiées. Dolores Ombrage est un personnage aux valeurs hautement conservatrices et pour qui le statu quo sera toujours plus important que le savoir. Après tout, l'école, pour Ombrage, n'est qu'un dispositif de pouvoir renforçant la position d'autorité des adultes et dénuant les enfants de toute capacité. Dans la classe de Dolores Ombrage, les méthodes d'enseignement alternatives d'Alastor Maugré n'ont pas leur place. C'est la discipline qui règne et toute incartade au code d'apprentissage ministériel, armée duquel elle a fait son entrée à Poudlard, sera gravement punie. Sous le règne de Dolores Ombrage, les remises en question ne sont pas les bienvenues, la curiosité devient un tort dont il faut se défaire. Pour cette raison, elle décide de bannir toute pratique des sorts de défense contre les forces du mal, aveugle à la menace que pose Voldemort pour les élèves de Poudlard. Vous avez été initié à des sortilèges complexes, inadaptés à votre âge et potentiellement mortels, dit Ombrage à Harry Potter. Le ministère estime que des connaissances théoriques seront suffisantes pour vous permettre de réussir votre examen. Cela est, après tout, l'essentiel dans une école. Fin de la citation. Après avoir été encouragé par Albus Dumbledore et Alastor Maugré, entre autres, à explorer et expérimenter le plus possible pour apprendre, tout en prenant la responsabilité de leurs apprentissages, les méthodes conservatrices de Dolores Ombrage sont loin d'être populaires auprès des élèves. Ombrage le sait, et c'est pourquoi tous ceux qui osent défier son autorité sont durement punis. Les sévices corporels, sous le règne de Dolores Ombrage, deviennent monnaie courante, tant pour ses méthodes d'apprentissage infantilisantes que pour son penchant sadique pour l'intimidation physique. Le personnage de Dolores Ombrage devient l'incarnation parfaite d'une pédagogue inefficace et même dangereuse. Sous son règne, les élèves n'apprennent rien, sinon à se bâtir des réseaux de résistance face à l'oppression. En effet, en réponse aux réseaux d'oppression mis en place par Dolores Ombrage, s'organisent des mouvements de révolte, un peu à la manière dont les tactiques de Michel de Certeau se mettent en place pour contrer les stratégies, ces discours et pratiques totalisateurs visant la stabilisation d'espaces sinon mouvants, l'imposition et la conservation de l'ordre. Dans une telle dialectique, la résistance ne peut s'organiser que sous une forme insidieuse, sournoise, dans les interstices du pouvoir, dans les failles où le totalitarisme échoue. Si la résistance est possible, c'est parce que les régimes de domination ne sont jamais entièrement dénudés d'aspérité. Même dans les dystopies les plus terrifiantes, Big Brother n'a jamais accès à tout, et ce sont dans ces endroits cachés, dans ces interstices que les révolutions peuvent naître et grandir. Dans l'univers d'Harry Potter, ces interstices sont présents non pas uniquement au sein des espaces privés réservés aux étudiants, mais bien au sein de l'école elle-même. En effet, Poudlard recèle maintes passages secrets et salles ensorcelées, dont la salle sur demande, un local dont la présence ne se manifeste que pour ceux qui en ont désespérément besoin. Cette salle, lors du passage de Dolores Ombrage à Poudlard, devient le lieu de rassemblement de l'armée de Dumbledore, regroupement d'étudiants menés par Harry Potter et désirant se doter d'un espace où pratiquer les sortilèges de défense qu'ils apprennent en classe mais n'ont pas le droit d'essayer. Ainsi, la configuration même de l'école offre aux étudiants de Poudlard des espaces de résistance face aux abus de pouvoir, ainsi que des lieux où l'apprentissage peut redevenir libre et où les étudiants sont en mesure de retrouver leur agentivité. Pour conclure, car bien que ce sujet de la transmission du savoir à Poudlard soit d'une richesse quasi inépuisable, notre temps est limité, nous venons d'examiner 3 exemples de logique de passation du savoir à Poudlard, celui d'Albus Dumbledore, d'Alastor Maugré et de Dolores Ombrage. À travers l'analyse de ces 3 figures, il nous est possible de constater que les personnages participant à une logique de transmission teintée de répercussions positives sont ceux qui offrent à leurs élèves la possibilité de tracer leur propre chemin, d'expérimenter afin de trouver leurs propres réponses et de se faire confiance. Dumbledore, Maugré
et Rémus Lupin, qui était, dans l'univers d'Harry Potter, un pédagogue d'une grande influence, mais dont, faute de temps, nous n'avons pas eu le temps de parler, sont les professeurs qu'Harry Potter apprécie le plus, certes, mais aussi ceux qui ont les méthodes les plus efficaces, et puisqu'elles permettent aux étudiants d'apprendre à mieux se connaître et à grandir à travers leurs études. En ce sens, nous aimerions tirer la conclusion que l'univers d'Harry Potter, à travers une série d'exemples et de contre-exemples pédagogiques, incite à une réévaluation des modes de transmission du savoir dans un contexte scolaire, encourageant l'agentivité des élèves plutôt que la soumission inconditionnelle à l'autorité. Remettre en question, dans l'univers d'Harry Potter, est toujours enrichissant et les excès de curiosité ne sont jamais découragés malgré leur potentiel de danger. Si Harry Potter et ses amis arrivent à se sortir de maintes situations possiblement mortelles, c'est souvent plus par chance que par adresse. Ainsi, j'aimerais clore ma communication sur la question suivante. L'excès de zèle et de rébellion d'Harry Potter face à l'autorité est-elle immensément courageuse ou plutôt tout simplement irresponsable? Merci beaucoup.